Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire SimpliCure. Aujourd'hui, on propose ce webinaire avec les laboratoires BeLife et on va avoir une présentation de Laurence Lins, donc du laboratoire BeLife, dans un court instant. On va vous parler aujourd'hui de la prévention et de l'accompagnement du stress et du burn-out. On va vous présenter les différentes méthodes naturelles que l'on peut proposer aux clients, aux patients. Alors, avant de vous passer la présentation, quelques petits rappels pour ceux qui ne connaissent pas encore Livestorm. Vous pouvez à tout moment nous envoyer des messages dans le chat comme vous êtes en train de le faire. Bien que ce soit une présentation préenregistrée, vous allez pouvoir poser vos questions tout au long de la présentation. Et on a Laurence Lins qui viendra nous rejoindre juste à la fin pour toutes vos questions. Donc, pour répondre à toutes vos questions, on garde le créneau habituel de 15 minutes à la fin. Donc, n'hésitez vraiment pas pendant toute la présentation à les poser dans le canal questions. Et dans le canal questions, vous pourrez aussi voter pour celles qui vous semblent particulièrement intéressantes. Et on commencera par celle-ci à la fin. Vous aurez bien sûr accès au replay et à la présentation après en replay sur la plateforme SimpliCure. Donc pour ceux qui n'ont pas encore d'accès à SimpliCure, je vais vous envoyer le lien dans le chat tout de suite. Comme ça, vous pouvez vous inscrire. C'est gratuit et vous retrouverez tous nos replays sur la plateforme. Alors, sans plus attendre, je vais lancer la présentation et comme je le disais, on se retrouve donc sur la fin pour répondre à toutes vos questions. Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir à l'occasion de ce webinaire dédié au stress et au burn-out. Dans quelques instants, nous allons retrouver Laurence Lins pour une présentation d'environ 45 minutes. Laurence abordera avec vous les pistes naturelles pour sensibiliser, prévenir et accompagner le stress et le burn-out. Si vous ne connaissez pas Laurence Lins, sachez qu'elle est docteure en sciences biochimiques et qu'elle a consacré une grande partie de sa carrière à la recherche au FNRS. Laurence est également diplômée en nutrition au CERDEN et a exercé en tant que nutrithérapeute indépendante. Place maintenant aux informations pratiques. Pour votre confort d'écoute, les micros ont été désactivés automatiquement. Vous disposez également dans ce webinaire de 2 espaces. L'un est dédié au chat, vous pouvez donc interagir avec d'autres participants, et l'autre est dédié aux questions. Nous y reviendrons en fin de présentation. Je laisse maintenant la parole à Laurence Lins et vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des pistes naturelles pour sensibiliser, prévenir et accompagner le stress et le burn-out. Il faut savoir que le stress est en fait un mécanisme tout à fait physiologique et naturel de notre organisme pour s'adapter à notre environnement. Cela permet, lors d'une situation qui est menaçante, de pouvoir agir très vite, comme par exemple pouvoir s'enfuir ou pouvoir se battre. Et donc, en fait, c'est vraiment une manière de s'adapter à notre environnement. Par contre, lorsqu'il devient récurrent, lorsqu'il devient chronique, il devient nocif pour notre organisme. Si le stress devient chronique, nous ne sommes donc plus en équilibre. Il faut savoir qu'il y a différents facteurs de stress dans notre société, dont les plus fréquents sont des problèmes d'argent, des problèmes de relations humaines, donc que ce soit au niveau familial ou au niveau professionnel, et ce sont également la situation économique dans laquelle nous vivons. Quelle est l'incidence du stress chronique dans notre société ? Il faut savoir qu'en Belgique, par exemple, il y a 15 à 20% des travailleurs qui souffrent de stress chronique, et notamment parmi la tranche des 25-35. Selon la médecine du travail en France, le nombre de maladies liées au stress a augmenté de 50% sur les 5 dernières années. C'est donc énorme. Il y a 50 à 60% de l'absentéisme en Europe qui est lié au stress et au burn-out. En France, il y a plus de 3 millions de personnes qui sont en risque élevé d'être en stress. Le stress représente au niveau économique 3 à 4% du PIB, donc ce qui représente effectivement un chiffre énorme. Donc les coûts qui sont liés aux arrêts de travail à cause du stress sont estimés à plus de 10 milliards en France. Et il y a un document très intéressant que l'on peut trouver sur le site de la Commission européenne qui reprend tous ces chiffres en détail. Regardons plus en détail la physiologie du stress. Tout part du cortex. Donc, lorsque nous ressentons un stress, le cortex va envoyer un signal à l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien qui va en fait induire la synthèse de différents neurotransmetteurs et hormones, dont la noradrénaline, l'adrénaline et le cortisol.
Il y a tout d'abord une production de noradrénaline par l'hypophyse et cette noradrénaline va augmenter en fait notre vigilance. Elle va être accompagnée par la production d'adrénaline au niveau des glandes surrénales et ensuite, lorsque la situation de stress disparaît, le cortisol va être produit et ce cortisol va en fait avoir une action négative, donc c'est-à-dire qu'elle va arrêter la production de noradrénaline et d'adrénaline. Donc lorsque tout est en équilibre, nous revenons à notre état de base physiologique. Quels sont les effets du stress aigu au niveau de nos organes? Eh bien, nous allons avoir tout d'abord une augmentation de notre rythme cardiaque. Nous allons également avoir une augmentation de la tension artérielle. Nous allons avoir une augmentation de la respiration, donc nos poumons vont fonctionner plus. Et de manière concomitante à ces augmentations, nous allons avoir une diminution de l'activité de notre estomac et de nos intestins. Pourquoi? Parce que cela va permettre d'affluer plus de sang aux autres organes qui, eux, doivent être mobilisés pour pouvoir, par exemple, s'enfuir face à un danger. Par contre, si le stress devient chronique, tous ces organes que je viens de citer vont être soumis à une activité qui est totalement anormale. Nous allons par exemple avoir une tension élevée de manière trop fréquente, donc nous risquons des problèmes au niveau cardiovasculaire. Nous allons avoir des problèmes au niveau intestinal puisque nous allons perturber l'afflux de sang au niveau de cet organe. Nous allons également avoir des problèmes au niveau du cerveau puisque nous risquons d'avoir des migraines, nous risquons d'avoir des maux de tête, mais cela peut aller jusqu'à l'AVC. Donc ce sont vraiment des problèmes très importants qui mettent notre situation corporelle en danger, donc notre santé en danger. Quels sont les symptômes qui distinguent finalement le stress chronique du burn-out, qui est une situation encore plus grave, comme nous le verrons par la suite? Eh bien, en fait, les symptômes physiques sont relativement pareils. Nous allons avoir des maux de tête ou des migraines, nous allons avoir des tensions musculaires, nous allons avoir des troubles du sommeil et de l'appétit, nous allons avoir des problèmes au niveau intestinal. Et donc ça, tant au niveau du stress que du burn-out. Par contre, ce qui va distinguer réellement le stress du burn-out, ce sont les symptômes psychologiques, psychiques. Si le stress va amener une irritabilité, une agitation, un manque de concentration ou des problèmes de mémoire, le burn-out, lui, va beaucoup plus loin. On va aller vers des problèmes de démotivation, de l'anxiété, de la frustration. On a également l'irritabilité, mais nous allons aller beaucoup plus loin. En fait, nous allons nous retrouver face à un problème de repli sur soi, de sentiment d'échec et évidemment, cela peut amener à des états dépressifs qui eux-mêmes peuvent amener jusqu'au suicide. Donc, c'est vraiment une situation qu'il faut éviter à tout prix. Voyons maintenant comment ces signaux sont transmis du cerveau, donc du cortex jusqu'aux glandes surrénales. Il y a deux molécules qui en fait transmettent un signal au sein de notre organisme, en tout cas dans le cadre du stress et du burn-out. Ce sont les hormones et les neuromédiateurs ou neurotransmetteurs. Alors la différence entre ces deux molécules, c'est la manière dont elles vont pouvoir donner leur signal, donner leur message. Une hormone est en fait une molécule comme le cortisol, par exemple. Le cortisol est une hormone, donc va transmettre son signal, son message via la circulation sanguine. Par contre, les neurotransmetteurs ou neuromédiateurs, comme l'adrénaline ou la noradrénaline, ces deux molécules vont agir via les neurones, via le système nerveux. Alors, comment fonctionne cette transmission au niveau des nerfs, donc au niveau des neurones? Alors, les neurones, ce sont des cellules qui ont une forme tout à fait particulière, puisque ça ressemble un peu à une espèce d'arbre avec donc les feuilles d'un côté, enfin ou les branches d'un côté et les racines de l'autre. Et donc, c'est ce qu'on va appeler les terminaisons nerveuses. Et ce sont ces terminaisons nerveuses qui vont être responsables du passage du signal de part en part, donc de neurone en neurone. Alors, si on regarde un tout petit peu plus près cet espace entre les neurones, qu'on appelle l'espace synaptique, eh bien, c'est à cet endroit-là que le neurone qui est en amont, c'est-à-dire le neurone qui est émetteur,
va relarguer dans l'espace synaptique les neurotransmetteurs, comme par exemple la noradrénaline ou la sérotonine ou la dopamine. De l'autre côté, le neurone qui est receveur va avoir des récepteurs, donc ce sont des protéines qui vont être capables de sentir ces molécules neurotransmetteurs et de transmettre un signal à l'intérieur de la cellule. Que se passe-t-il à l'intérieur de la cellule lorsque ce récepteur dans le neurone a senti, a perçu le neurotransmetteur? Eh bien, il va y avoir toute une série de réactions chimiques et enzymatiques qui vont avoir lieu et qui vont donner soit lieu à des modifications de transcription de gènes, donc c'est-à-dire que l'on va avoir des protéines particulières qui vont pouvoir agir au sein de cette cellule, et il va également y avoir une modification de ce qu'on appelle la perméabilité membranaire, qui va, elle, induire une modification sur les ions qui vont pouvoir rentrer et sortir dans ce neurone. Or, c'est ce passage d'ions qui est responsable de l'influx nerveux. Donc, lorsque l'on modifie la membrane de ces neurones, eh bien, on va modifier le transport des ions et donc on va modifier l'influx nerveux et donc le message que les neurones vont se transmettre. Donc je vous parle de perméabilité membranaire et donc cette perméabilité membranaire est en fait liée à la composition des membranes. Or dans le cerveau, donc il faut d'abord savoir que le cerveau est constitué à près de 70% de matière grasse, donc de lipides, et que la plupart de ces lipides, ce sont des oméga 3. Donc dans des articles récents, on a pu montrer que ces oméga 3 en fait pouvaient influer sur nos émotions, sur notre état psychologique. En fait, les oméga 3 vont se retrouver dans cette membrane cellulaire, dans cette membrane neuronale, et donc vont moduler la perméabilité membranaire et vont donc influer sur le passage des ions. Et donc ça, c'est vraiment très important à comprendre puisque les oméga 3, on ne va les obtenir que via l'alimentation. Je vous ai déjà parlé de neurotransmetteurs, donc je vous ai parlé d'adrénaline et de noradrénaline, mais il existe également d'autres neurotransmetteurs qui sont importants dans le fonctionnement normal de notre système nerveux et donc dans la régulation du stress. Nous avons notamment la dopamine et la sérotonine. La dopamine est en fait le neurotransmetteur qui va nous donner la motivation. Donc c'est le neurotransmetteur qui va nous donner l'envie de se lever le matin, qui va nous donner l'envie de faire une tâche, d'aller au travail. La sérotonine, quant à elle, est l'hormone de la zénitude, donc c'est l'hormone qui va plutôt, enfin ou le neurotransmetteur plutôt, qui va être produit le soir et qui va nous permettre d'être beaucoup plus serein en fin de journée et d'aborder la nuit et d'avoir un sommeil paisible. Nous avons également le glutamate, qui est un neurotransmetteur qui lui va plutôt être excitateur. Nous avons également le GABA, qui a un rôle un peu similaire à la sérotonine, donc qui est également ce qu'on appelle un neurotransmetteur inhibiteur, donc qui calme le système nerveux. Et enfin, nous avons les endorphines. Donc les endorphines, ce sont des neurotransmetteurs ou des hormones qui sont en fait des hormones qui nous font vraiment nous sentir bien, qui nous font sentir dans la joie, qui nous font sentir vraiment relax. C'est par exemple ces molécules-là qui vont être produites lorsqu'on a fait un effort physique important. Et donc après un effort physique important, on se sent vraiment tout à fait calme et tout à fait relax. Ces neurotransmetteurs, en fait, sont synthétisés à base d'acides aminés que l'on va retrouver dans notre alimentation. Les deux acides aminés principaux sont la tyrosine et le tryptophane. La tyrosine va être à l'origine de la dopamine, de la noradrénaline et de l'adrénaline, et le tryptophane, lui, va être à l'origine de la sérotonine et de la mélatonine. Pour que cette synthèse de noradrénaline, d'adrénaline ou de dopamine se passe bien, se fasse de manière efficace, même chose pour la sérotonine ou la mélatonine, eh bien, il faut des cofacteurs. Donc, ces cofacteurs, comme vous le voyez sur le graphique, ce sont en fait soit des minéraux, soit des vitamines. Et donc, on voit que, par exemple, les vitamines B, comme la vitamine B6, B9 et B12, sont indispensables pour cette production de neurotransmetteurs, de même que le magnésium, la vitamine D, le cuivre ou le fer. Donc, tous ces éléments, en fait, proviennent principalement de notre alimentation.
Il faut savoir que le tryptophane est une source non seulement de mélatonine et de sérotonine, mais également de vitamine B3. C'est-à-dire que lorsque l'on ingère du tryptophane, eh bien, l'organisme va choisir de faire soit de la vitamine B3, soit de la mélatonine ou de la sérotonine. Ce qui veut dire que si l'on est en carence de vitamine B3, l'organisme va favoriser la voie de production de vitamine B3 parce que c'est une vitamine qui intervient dans un grand nombre de métabolismes. Et donc, même si l'on a suffisamment de tryptophane, eh bien, il faut être sûr et certain d'avoir également une source de vitamine B3 pour avoir une production normale de sérotonine et de mélatonine. Revenons maintenant un peu plus à la neurobiologie et à la physiologie du stress. Dans les années 50, un médecin qui s'appelle Hans Selye a émis un modèle d'adaptation et il a défini le stress de cette manière. Donc le stress, c'est l'ensemble des moyens physiologiques et psychologiques qui est mis en œuvre par une personne pour s'adapter à un environnement donné. Donc ça rejoint exactement tout ce que je vous ai raconté. Et donc dans cette théorie, en fait, il a défini 3 phases importantes dans les mécanismes de stress. Et maintenant, nous allons voir un peu plus en détail chacune de ces phases et quels sont les neurotransmetteurs et les cofacteurs qui sont mis en jeu. Les 3 phases en question sont une phase d'alarme, en fait, c'est la phase qui va nous mettre, donc on est face à un danger, donc c'est un stress ponctuel, notre corps doit réagir de manière rapide, donc ça c'est vraiment le stress qui est le bon stress quelque part, c'est celui dont je vous ai parlé tout au début, qui va nous permettre de bien nous adapter à notre environnement. La deuxième phase qui est décrite par Hans Selye est une phase de résistance, c'est-à-dire c'est le moment où le stress devient chronique et donc en fait l'organisme finit par s'adapter, mais il va aller en fait puiser dans nos réserves et va donc créer des carences qui peuvent amener à des problèmes de santé importants. Et la troisième phase, c'est la phase d'épuisement qui en fait correspond au burn-in et au burn-out, qui va en fait être, notre corps n'est plus du tout adapté en fait à cette situation. Et donc là, nous allons clairement vers des effets au niveau physiologique qui peuvent être très délétères pour notre organisme. Voyons un peu plus en détail la phase 1 qui est en fait la phase de réponse à un stress ponctuel. Donc comme je vous l'ai dit, dans cette phase, il va y avoir une mise en jeu de la noradrénaline, de l'adrénaline et puis pour la remise à zéro, nous aurons la production de cortisol. Qu'est-ce qui se passe au niveau physiologique? Eh bien en fait, nous allons consommer principalement du magnésium. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque l'adrénaline et la noradrénaline vont entrer en jeu, nos muscles vont se contracter. Et lorsque nos muscles se contractent, en fait, les cellules musculaires éjectent du magnésium. Ce magnésium va se retrouver dans la circulation sanguine et va être éliminé par les urines. Donc, il y a vraiment une phase d'épuisement du magnésium lorsque nous sommes dans cette phase de stress ponctuel. Et ce qui peut en suivre également, c'est que on peut avoir une carence ou une perte en GABA, donc qui est le neurotransmetteur inhibiteur. Si l'on regarde un peu plus près la phase 2, donc qui est cette phase d'entrée en résistance, donc lorsque le stress devient chronique, eh bien donc nous avons évidemment toujours l'adrénaline, la noradrénaline et le cortisol, mais nous avons également la sérotonine qui va être produite de manière plus importante et la dopamine. Pourquoi? Parce qu'en fait notre corps s'épuise peu à peu. Et donc la sérotonine va permettre au corps d'essayer de récupérer, donc de rentrer dans une phase plus calme, et la dopamine, pour nous faire réagir. Mais donc nous épuisons en fait nos réserves en dopamine et en sérotonine. Et donc notre corps va épuiser en fait tous les cofacteurs qui vont servir à la synthèse ou à la production de sérotonine et de dopamine. Donc le tryptophane, la tyrosine, le fer qui est un cofacteur pour la synthèse de ces neurotransmetteurs, les vitamines du groupe B, la vitamine C et donc en plus du magnésium puisque ce magnésium, à chaque fois que nous subissons un stress, eh bien il va partir dans nos urines. Lorsque nous rentrons dans la phase 3, c'est-à-dire cette phase d'épuisement à la fois au niveau psychique et au niveau physique, eh bien, en fait, on va avoir ce qu'on appelle un épuisement sérotoninergique et dopaminergique. C'est-à-dire que la sérotonine et la dopamine vont vraiment s'écrouler.
On va également avoir toujours cette fuite de magnésium. Donc en fait, notre corps, nos surrénales vont être complètement épuisées parce qu'elles produisent en continu du cortisol. Donc on est vraiment dans une phase où l'organisme s'écroule. Et donc dans cette phase-là, eh bien pour que notre organisme puisse reprendre peu à peu pied, eh bien, on va devoir utiliser des plantes adaptogènes. Pourquoi? Parce que les plantes adaptogènes permettent de rétablir un équilibre au niveau des glandes surrénales et notamment au niveau de la production. Donc, ça va réguler la production de cortisol. On peut également faire appel à des plantes qui vont avoir un effet soit anxiolytique, soit vraiment calmant, comme par exemple la théanine ou le safran. Et donc, c'est vraiment une phase où le corps ne va plus résister du tout. Et donc, si on ne l'aide pas, eh bien, on va vers une catastrophe. En plus de tout ce que je viens de vous décrire, eh bien, on s'est rendu compte que lorsqu'on rentre en phase de résistance, mais surtout lorsqu'on arrive à cet épuisement physique et psychique, on a une augmentation des endotoxines. Alors, c'est quoi les endotoxines? Ce sont en fait des toxines qui sont produites par les bactéries pathogènes de notre microbiote. Et donc, il y a un lien clair entre le stress, le burn-out et l'état de notre microbiote. Alors, que se passe-t-il au niveau de notre microbiote lorsque nous sommes en situation de stress? Eh bien, tout d'abord, donc comme je vous l'ai dit, il y a une production accrue de LPS, donc de lipopolysaccharides, qui va perturber notre microbiote et donc qui risque de le faire entrer en dysbiose. De plus, la noradrénaline a également un effet négatif sur l'équilibre de notre microbiote. Il faut savoir que notre microbiote est aussi responsable de la synthèse de certains neurotransmetteurs comme la sérotonine ou le GABA. Et donc, lorsqu'on perturbe l'équilibre de notre microbiote, eh bien, on va perturber la synthèse de ces deux neurotransmetteurs qui sont hyper importants pour que notre système nerveux revienne à un état de sérénité, revienne à la base. Donc, le microbiote est inévitablement au cœur des phénomènes de stress et de la perturbation physiologique que nous avons lorsque nous sommes en état de stress. Il y a également un lien entre notre microbiote et l'état inflammatoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque nous rentrons en état de stress, même un stress ponctuel, en fait, notre corps va se prémunir d'une infection bactérienne ou virale éventuelle. Et lorsque l'on se met dans cet état, donc physiologiquement, ce qui se passe, c'est que le corps va produire ce qu'on appelle des cytokines, qui sont en fait des molécules pro-inflammatoires. Ces molécules pro-inflammatoires vont elles-mêmes avoir un effet sur notre microbiote et pouvoir accentuer encore l'état de dysbiose dans lequel on peut être, comme je viens de vous l'expliquer. Normalement, lorsqu'on revient à la normale, donc si on subit un stress ponctuel, le cortisol va avoir un effet anti-inflammatoire et donc tout va revenir à l'état normal. Par contre, si le stress devient chronique, le cortisol n'a plus cet effet anti-inflammatoire. Il y a une espèce de désensibilisation à l'action du cortisol et donc nous allons induire un état inflammatoire chronique. Des publications scientifiques récentes suggèrent même que cet état inflammatoire chronique qui peut être lié au stress, en fait, va entretenir un état inflammatoire qui peut déjà être présent, puisque l'on sait très bien actuellement que la malbouffe, la pollution, le vieillissement tout simplement, peuvent induire un état inflammatoire, et donc le stress va rajouter une couche. Et donc il faut savoir que les maladies qui sont liées au stress, ce sont en fait les maladies qui vont être liées à cet état inflammatoire de base. Et donc, ce sont des maladies chroniques de type maladies cardiovasculaires, neurodégénératives, toutes les maladies métaboliques comme le diabète, par exemple, et même les cancers. Donc, il ne faut absolument pas négliger cet état de stress ou de burn-out qui peut vraiment amplifier déjà un état inflammatoire qui est présent. Il y a également un lien très étroit entre le stress et la nutrition. Des publications récentes montrent que l'obésité peut être induite par le stress. En effet, le stress peut induire des comportements anormaux au niveau de notre alimentation. Ça peut induire des crises de boulimie, ça augmente nos envies de sucre. Évidemment, ça perturbe à son tout ce comportement alimentaire qui n'est pas normal va induire également des troubles de l'humeur et on est parti dans un cercle vicieux. Et il faut savoir également que
les précurseurs des neurotransmetteurs, donc comme la dopamine, la sérotonine ou l'adrénaline, ce sont des acides aminés que l'on va avoir via notre alimentation. Donc tout ça est vraiment un cercle vicieux dont il faut tenir compte. Donc comme il y a un lien entre le stress et la nutrition, donc on peut également aider à diminuer le stress ou en tout cas à contrer les effets du stress via notre alimentation. Et donc il faut favoriser une alimentation de type anti-inflammatoire et l'alimentation principale, c'est évidemment une alimentation de type méditerranéenne où l'on va favoriser les légumes et les fruits, donc une assiette colorée. On va favoriser également les poissons gras qui contiennent des oméga-3 qui sont hyper importants pour la transmission du signal nerveux comme je vous l'ai expliqué. On va également favoriser la consommation de protéines dans lesquelles on va retrouver la tyrosine et le tryptophane. On peut par exemple citer les noix de cajou, certains laitages, les bananes par exemple aussi. On va favoriser des aliments qui contiennent du magnésium, donc les légumes, les noix, également le chocolat noir, et on va également essayer de soigner notre microbiote puisqu'on a vu que c'est également un acteur très important dans la réaction au stress. Et donc pour soigner son microbiote, on va se tourner vers des fibres, donc des prébiotiques. Et les fibres, ce sont des légumineuses. On en trouve également dans toute une série de légumes. Et on peut également se tourner vers des aliments qui contiennent des probiotiques comme certains fromages ou certaines boissons fermentées comme le kéfir ou le kombucha. Si l'on favorise l'alimentation de type anti-inflammatoire et méditerranéenne, il faut évidemment totalement diminuer, voire exclure certains produits de la malbouffe en fait. Donc il faut éviter et diminuer drastiquement les produits qui contiennent du gluten et du lactose. Il faut également éviter des produits qui contiennent du glutamate parce qu'en fait le glutamate est un neurotransmetteur excitateur et donc comme on est déjà en manque de GABA et de sérotonine, eh bien il faut vraiment éviter ces produits. Donc ce sont principalement des produits qui proviennent de la cuisine asiatique et également des produits ultra transformés. Donc tous ces produits ultra transformés, il faut les éviter les édulcorants, éviter les additifs, éviter les colorants. Il faut également diminuer sa consommation de soda, de café, d'alcool et de sucre rapide surtout, puisque on sait que le sucre rapide va avoir une influence totalement négative sur notre microbiote. Il y a également d'autres conseils qui vont nous permettre de diminuer notre état de stress et les situations de stress. Il y a tout d'abord le contact avec la nature. Il y a des publications récentes qui montrent que aller se balader en forêt ou dans la campagne, eh bien, permet de diminuer tous les symptômes qui sont liés au stress. Par exemple, une tension artérielle trop élevée, une respiration qui se fait mal. Donc, il y a vraiment des publications qui montrent les effets bénéfiques de ces promenades dans la nature, donc les fameux bains de forêt qui sont recommandés par les Japonais. On peut également pratiquer des activités qui vont permettre d'être plus en conscience, donc la pleine conscience par exemple, également le yoga ou une marche, des exercices en fait physiques modérés. On va également pouvoir, si ça ne va pas du tout, se parler avec les gens. Donc je pense que le contact humain positif est quelque chose qui permet de diminuer le stress au quotidien. Alors il y a d'autres conseils que l'on peut également donner. C'est essayer de rire et de sourire le plus souvent au cours d'une journée, donc avoir des contacts humains positifs. Et il y a également des études qui montrent que les massages corporels ont des effets positifs par rapport aux symptômes du stress. Donc ça va également diminuer le rythme cardiaque, la tension artérielle, et ça va également induire la synthèse d'endorphines qui sont évidemment ces hormones du bonheur. Quelles sont les solutions que BeLife peut apporter en complémentation par rapport à tout ce que je vous ai dit sur le stress et le burn-out? Si l'on regarde la phase 1, donc je vous rappelle, c'est la phase d'alarme, donc c'est le stress ponctuel. Il y a en fait une fuite de magnésium et on peut avoir une carence en GABA. Et on peut également optimiser l'influx nerveux via les oméga-3. Donc quelles sont les solutions que l'on propose ?
Tout d'abord, du magnésium. Notre magnésium qui est notre star, c'est le magnésium Quattro 900, qui est en fait un magnésium tout en un. Donc nous allons avoir 3 formes de sel hautement biodisponibles, dont l'acétaurinate de magnésium. Cet acétaurinate de magnésium est le seul sel chélaté qui passe de manière optimale la barrière hémato-encéphalique et qui a donc un effet direct sur le système nerveux central. Ces 3 sels de magnésium sont également combinés à la vitamine B6 qui va augmenter l'assimilation du magnésium et qui a par elle-même une activité inhibitrice, donc c'est-à-dire que cela va compléter de manière tout à fait optimale l'activité du magnésium. Nous avons également un produit qui s'appelle GABA complexe, donc qui est à base de GABA, donc d'acide gamma-aminobutyrique, de vitamine B6 et de théanine. Donc c'est tout à fait adéquat pour diminuer un état de stress ponctuel. Donc par exemple, si on se sent trop nerveux le soir, eh bien c'est tout à fait recommandé de prendre le GABA complexe. En ce qui concerne les oméga 3, nous pouvons vous proposer l'oméga 3 Magnum pour soutenir cette santé neurologique. Donc l'avantage de nos oméga 3, c'est que les huiles de poisson sont issues de la pêche durable. Les acides gras sont non estérifiés, donc sont sous forme naturelle, et donc ces oméga 3 vont vraiment pouvoir optimiser la fluidité de nos membranes neuronales. Nous avons également un complexe, une synergie qui est tout à fait intéressante en cas de stress, de période de stress ponctuelle, qui s'appelle Antistress 600. Donc c'est vraiment une synergie qui est composée de toutes les vitamines B, de la vitamine C, du magnésium, de la tyrosine, du GABA, du zinc. Donc en fait vraiment je dirais le tout en un pour tous les effets néfastes du stress sur notre organisme. Un autre complexe tout à fait intéressant qui peut d'ailleurs se prendre avec l'antistress 600, c'est notre complexe relax. Nous avons également du magnésium, du zinc et des vitamines B, du GABA, mais ce qui le caractérise, c'est d'avoir dans sa composition de la théanine et de la passiflore. Donc c'est un complexe, une synergie qui sera à prendre plutôt le soir. Donc si on combine antistress 600 et relax, l'antistress 600 se prend plutôt le matin et le relax se prend plutôt le soir, puisque nous avons la théanine et la passiflore. Regardons maintenant les compléments que BeLife propose pour accompagner la phase de résistance, donc c'est-à-dire lorsque l'on rentre dans une période de stress chronique. Donc je vous rappelle que non seulement nous avons une fuite de magnésium et une carence en GABA, mais nous allons avoir besoin de synthétiser plus de sérotonine et de dopamine, donc nous allons avoir un besoin accru en tryptophane et en tyrosine et de tous les cofacteurs qui vont permettre la synthèse de ces neurotransmetteurs. Donc nous avons besoin de fer, de magnésium, de vitamine C, de vitamine B. Et comme je vous l'ai expliqué, nous entrons également où nous risquons d'établir un état inflammatoire et donc on peut à ce moment-là se tourner vers des compléments qui ont une action anti-inflammatoire. Concernant le fer, nous avons un produit qui s'appelle FE, qui est une forme hautement biodisponible de fer, à savoir le bisglycinate de fer, et nous lui avons adjoint les vitamines B9 et B12, puisque ce sont des vitamines qui sont indispensables au métabolisme du fer, et notamment au niveau des globules rouges et de l'hémoglobine. Nous avons également de la vitamine C sous forme neutre qui permet une meilleure biodisponibilité et assimilation du fer. Je voudrais signaler que l'on ne se complémente pas en fer sans avoir fait une prise de sang, donc sans être certain que nous sommes carencés en fer. Nous avons également une synergie de toutes les vitamines B qui s'appelle B complexe. Donc nous avons toutes les vitamines B plus l'ancienne vitamine B4 et B7 qui sont la choline et l'inositol. Et nous avons également du PABA qui intervient dans la synthèse de la vitamine B9. Et donc c'est vraiment un complexe tout à fait adéquat lorsqu'on manque de vitamine B, donc lorsqu'on est en état de fatigue et de stress.
Nous avons également de la vitamine D, donc le Nature D 2000, donc qui est dosé à 2000 unités par capsule huileuse. Cette vitamine D est issue de la lanoline de mouton, donc est naturelle. Et donc c'est tout à fait recommandé lorsqu'on est en carence importante de vitamine D, ce qui peut arriver lorsqu'on est en stress récurrent. Nous avons également un complément qui contient du tryptophane, donc qui s'appelle Relax Night. Dans ce complément, nous avons donc du tryptophane, mais également de la vitamine B3, puisque vous avez vu que le tryptophane peut servir soit à la synthèse de sérotonine et de mélatonine, soit de vitamine B3. Et donc, lorsque l'on complémente en vitamine B3, on s'assure que le tryptophane servira réellement de précurseur à la sérotonine. Nous avons également de la passiflore qui est bio et qui va favoriser un endormissement plus facile. Nous avons également de la tyrosine sous forme unitaire, donc la tyrosine 500. Donc chaque gélule est dosée à 500 mg et donc cela peut permettre d'augmenter la synthèse de dopamine. Comme produit anti-inflammatoire, nous pouvons proposer de la curcumine, donc sous forme de curcuma 3200. Notre curcuma est bio. La curcumine est dosée à 96 mg pour 2 gélules et elle est associée à la pipérine. La pipérine augmente la biodisponibilité de la curcumine, notamment en évitant sa métabolisation par les cellules intestinales et par les cellules hépatiques. Et donc c'est un produit qui est tout à fait adéquat puisque on sait que le curcuma a des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et immunomodulatrices. Si nous regardons maintenant les compléments qui peuvent aider lorsqu'on rentre en burn-out, eh bien nous allons nous tourner essentiellement vers des plantes adaptogènes qui vont permettre de réguler le taux de cortisol, donc remettre en route nos surrénales. Une plante que l'on peut proposer et qui est tout à fait adéquate en cas de burn-out, même en cas de stress chronique, c'est l'ashwagandha. Donc la version que l'on propose est une version brevetée, donc c'est de l'ashwagandha KSM 66. Il est évidemment bio et étant breveté, en fait, il y a de nombreuses publications scientifiques qui montrent son efficacité. Et donc l'ashwagandha va avoir un effet positif sur le stress en régulant donc le taux de cortisol. Il va également avoir un effet intéressant en cas d'hypothyroïdie. Et donc, c'est aussi intéressant puisque on sait que lorsqu'on est en hypothyroïdie, ça peut avoir un effet sur notre humeur et donc ça peut être effectivement lié à des situations de stress. Enfin, nous avons un produit tout à fait intéressant pour contrer les crises d'anxiété et de dépression qui peuvent se présenté lorsqu'on est en phase de burn-out, c'est le Bellumex. Le Bellumex est en fait une synergie qui contient de la théanine et du safran, ainsi que des vitamines B sous forme naturelle, puisque ces vitamines B sont issues de la poudre de quinoa. Et donc c'est vraiment, je pense, indispensable lorsqu'on rentre dans cette phase de burn-out d'aller vers des plantes comme le safran. Donc, si l'on résume les compléments alimentaires qui sont recommandés en cas de stress ponctuel, nous avons tout d'abord le magnésium Quattro 900 que l'on peut prendre en cure de plusieurs mois avec une pause d'une semaine tous les mois. Nous avons également nos deux synergies Relax et Antistress 600 qui se combinent très bien puisque Relax peut se prendre le soir et Antistress 600 le matin. Et donc pour ces deux produits, on recommande une cure de 1 à 2 mois, voire ponctuellement si on est dans une situation de stress importante pendant un moment donné. On a également le GABA complexe qui peut se prendre en cure de 1 ou 2 mois ou aussi de manière ponctuelle. Et les oméga 3 1400 Magnum qui vont se prendre aussi en cure de 1 à 2 mois. Pour le stress chronique, nous recommandons 4 produits de base. Nous avons d'une part le magnésium Quattro 900, nous avons également le GABA complexe, le B complexe et la vitamine D, donc Nature D 2000. En plus de ces 4 produits de base, nous pouvons également recommander notre produit FE. Je vous rappelle que pour le faire, nous ne faisons une complémentation que sur base d'un dosage sanguin, puisque si nous avons trop de fer, nous pouvons nous retrouver en stress oxydant et ce stress oxydant peut augmenter l'état inflammatoire.
Nous recommandons également Relax Night, qui contient donc du tryptophane et de la vitamine B3, de la tyrosine et du curcuma. Pour le burn-out, nous recommandons de base les 4 mêmes produits, donc magnésium, vitamine D, GABA et vitamine B. En plus de ces 4 produits de base pour le burn-out, nous pouvons également recommander le produit FE. Donc, je rappelle toujours sur base d'un dosage sanguin du fer. Nous pouvons également recommander le Belumex. Et ça, vraiment, c'est un produit qui est pour moi indispensable en cas de burn-out. Et nous pouvons également recommander l'ashwagandha qui va permettre vraiment de rééquilibrer nos surrénales. Donc, Belumex et ashwagandha sont deux produits à base de plantes qui sont pour moi indispensables en cas de burn-out. Je vous remercie de votre attention et je vous retrouve tout de suite pour répondre à vos questions. Alors, très rapidement, avant de passer aux questions et de retrouver Laurence, je vous donne 2 petits mots sur la plateforme SimpliCure qui est proposée ce webinaire. Vous pouvez toujours aller dans la rubrique questions si vous avez encore des questions pour les poser. On a bien 15 minutes à la fin pour vous répondre. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore SimpliCure, c'est tout simplement une plateforme qui vous permet de faire des recommandations de compléments alimentaires à vos clients, à vos patients, de manière très, très simple. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne en vous partageant mon écran. Je vais faire une recommandation test via la plateforme. L'idée de SimpliCure, c'est que vous retrouvez une 60aine de laboratoires au même endroit. Donc, vous créez une seule recommandation avec des produits de différents labos si vous le souhaitez. Vous n'envoyez qu'un seul lien à votre client qui n'a qu'une seule commande à faire. Et donc, pour ce faire, vous allez sur Nouvelles recommandations. Vous sélectionnez dans un premier temps la personne à qui vous souhaitez envoyer la recommandation. Là, on va partir sur un test. Et ensuite, donc, vous cliquez sur Ajouter un produit pour ouvrir le catalogue et donc pouvoir sélectionner des produits dans les différents laboratoires qu'on présente sur la plateforme. Et si vous voulez, par exemple, retrouver les produits dont on a parlé aujourd'hui, donc les produits laboratoires BeLife, vous pouvez filtrer et donc nous montrer que les produits BeLife. Admettons, on est en période de stress ponctuel, comme on parlait Laurence tout à l'heure, et on voudrait retrouver les produits qui ont été présentés comme le magnésium Quattro. Donc, vous allez retrouver ici en cliquant une fiche produit bien détaillée avec la description, la formulation bien sûr, et les conseils d'utilisation et potentielles contre-indications du produit. Donc, vous pouvez l'ajouter à la recommandation de votre client en cliquant sur Ajouter. Si on veut continuer par rapport à une période de stress et ajouter, admettons, du GABA, mais vous allez pouvoir ajouter aussi le GABA. Idem, admettons, pour le complément anti-stress dont on a parlé tout à l'heure. Toujours les mêmes fiches produits, donc avec les infos qui sont présentées de manière très claire pour retrouver exactement les formulations. Hop, j'ajoute le produit. Une fois qu'on a ajouté tous les produits à la recommandation du patient, on ferme le catalogue. On peut modifier les instructions de prise si on le souhaite. Vous avez même accès à un tableau récapitulatif des apports. Donc, vous pouvez vérifier si en ayant associé différents produits dans la recommandation, vous ne dépassez pas les valeurs seuil au niveau des apports en micronutes. Et donc, dès que vous cliquez sur Envoyer, votre patient ou votre client reçoit sa recommandation par mail et n'a plus qu'à faire sa commande. Donc, je vais vous montrer comment ça se présente rapidement du côté client. Il ouvre sa boîte mail, il clique sur le lien. Il arrive donc sur cette recommandation que vous avez créée. Il n'a plus qu'à faire continuer vers le paiement pour tout simplement passer commande et recevoir tout directement chez lui. Donc, très simple pour vous en tant que professionnel et surtout très simple pour vos clients de passer leur commande, ce qui va améliorer bien sûr l'adhésion aux recommandations que vous pouvez faire. Vous gagnez, vous, un temps fou. Et il y a également des réductions que vous pouvez offrir à vos clients. Vous pouvez toucher, vous, des commissions. Il y a beaucoup d'avantages. Et au-delà de ça, il y a également tous les webinaires qu'on propose. Plateforme qui est entièrement gratuite également, je le précise. Et donc, concernant les webinaires, la semaine prochaine, je vous invite donc à un premier webinaire avec Metagenics mardi prochain sur l'axe intestin-cerveau et ensuite jeudi avec Lorica. On va parler de l'accompagnement des jeunes et des adolescents pour maintenir la vitalité. Donc, on va pouvoir retrouver Laurence pour les questions. Je vais fermer ça. Hop. Voilà, oui. Bonjour Solène. Bonjour Laurence. Merci pour la présentation qui, du coup, était très, très claire. Merci beaucoup. J'ai vu quelques questions dans la rubrique questions, donc je vais pouvoir ouvrir ça. Hop là. Alors, quelles sont les contre-indications pour la prise d'ashwagandha?
Alors l'ashwagandha, donc la principale, il y a deux principales contre-indications. C'est d'une part les personnes qui souffrent d'hémochromatose, donc c'est-à-dire d'un excès de fer dans le sang, parce que cette plante est riche en fer, donc ça risque de poser un souci. C'est également une plante qui n'est pas du tout recommandée pour les femmes enceintes et allaitantes aussi. Donc là, il y a moins d'informations scientifiques, mais il semblerait que l'ashwagandha pourrait provoquer des fausses couches. Donc on ne prend pas d'ashwagandha quand on est enceinte. Et enfin, en cas d'hyperthyroïdie, puisqu'on a vu que l'ashwagandha pouvait réguler la thyroïde en cas d'hypothyroïdie, donc ce qui veut dire qu'en cas d'hyperthyroïdie, bien là, ça peut poser un souci. En tout cas, ça ne peut pas se faire sans le conseil d'un médecin. D'accord. Donc, continuons sur l'ashwagandha parce qu'il y avait une autre question. Oui. Quand est-ce qu'on recommanderait de la prendre? Alors, c'est une plante qui est assez intéressante parce qu'on peut la prendre, comme elle est adaptogène, on peut la prendre soit le matin, soit le soir, soit le matin et le soir. Pourquoi? Parce que le matin, elle va permettre en fait de réveiller les surrénales, donc elle va donner de l'énergie. Et le soir, inversement, elle va réguler le cortisol et donc elle va permettre d'être moins stressée et donc de mieux dormir. Donc c'est vraiment une plante qu'on peut prendre. Donc ça dépend un petit peu de quoi on souffre. Est-ce qu'on souffre d'un manque de vitalité? À ce moment-là, on prendra plutôt le matin. Si on souffre de stress et de mauvais endormissement, etc., on le prendra plutôt le soir avant de dormir. D'accord. Et donc, continuons sur les adaptogènes. Est-ce qu'il y a d'autres plantes adaptogènes que vous pouvez conseiller pour le stress? Alors, il y a une autre plante que nous n'avons pas dans notre assortiment, mais qui peut être intéressante, qui est la rhodiole, puisqu'elle a à peu près des effets similaires à l'ashwagandha. Alors, il y a une des raisons pour lesquelles on aurait bien voulu avoir un produit à base de rhodiole, bio, extrêmement compliqué à trouver pour le moment parce que c'est une plante qui vient de Sibérie et vu la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est extrêmement compliqué de s'en procurer, en tout cas de qualité optimale, donc pas de la chinoise. Donc voilà. Et donc la rhodiole peut être conseillée aussi. Alors il y a une toute nouvelle. Donc ce n'est pas une plante adaptogène, c'est une microalgue que nous allons avoir très bientôt dans notre assortiment, qui s'appelle l'euglène, Euglena gracilis. Et donc c'est en fait une microalgue qui est considérée dans les pays asiatiques comme comme un super aliment, un peu comme la spiruline et la chlorelle, mais sa caractéristique, c'est de contenir énormément de bêta-glucane. Et donc, elle va avoir un effet prébiotique assez intéressant. Et par cet effet prébiotique, on montre que ça peut diminuer le stress et favoriser le sommeil. Donc, donc elle va arriver d'ici 2 mois. Donc, elle est déjà produite, donc, mais le temps qu'elle arrive dans les rayons, ce sera d'ici 2 mois. Donc, c'est vraiment une plante qui peut être très intéressante parce que j'ai vu passer aussi une question de est-ce qu'on peut rajouter des probiotiques en cas de stress ou de burn-out. Moi, je conseillerais d'abord de réguler notre microbiote avec des prébiotiques, justement. Donc, de passer par une phase où c'est comme si vous avez votre voiture qui est en panne, et que votre moteur est cassé, vous n'avez pas d'essence, eh bien vous allez d'abord réparer le moteur et puis mettre de l'essence. Donc c'est la même chose pour le microbiote. On répare d'abord le microbiote avec des prébiotiques et puis on peut rajouter de l'essence qui correspond aux probiotiques. Donc c'est maintenant assez bien admis de fonctionner comme ça pour rétablir le microbiote. Ok. Alors, comment les LPS issus des membranes des bactéries gram-négatives perturbent-ils le microbiote? Alors, les LPS, donc, ce sont des toxines bactériennes qui vont en fait aller tuer des bonnes bactéries. Donc ça, il faut savoir que dans notre microbiote, c'est un peu la guerre tout le temps. Donc, il y a une énorme biodiversité de type bactérien et toutes ces bactéries s'entendent plus ou moins bien ou plus ou moins pas bien. Et donc, normalement, le taux de LPS est régulé. Donc, voilà, les mauvaises bactéries qui sont effectivement les gram négatives qui produisent ces LPS, eh bien, elles sont nécessaires, mais il ne faut pas que la population grandisse de trop. Et donc, le problème qu'il y a, c'est que quand on est en dysbiose, donc que ce soit à cause du stress ou pour une autre raison, eh bien, souvent, on a une augmentation des populations des mauvaises bactéries, principalement des gram négatifs comme Escherichia coli, par exemple. Et donc, elles vont produire plus de LPS. Et donc, en fait, elles vont aller tuer les bonnes bactéries et déséquilibrer le microbiote. Ok, très clair. Alors, que signifie un excès en sérotonine? Sans syndrome sérotoninergique, comment le réduire?
Alors ça, c'est une question compliquée parce que je ne suis pas ni psychiatre, ni voilà. Mais donc, la réponse à cette question, c'est donc, la manière dont je pense que, voilà, parce que je la comprends pas tout à fait cette question, c'est que, par exemple, quand on prend des inhibiteurs de la recapture du sérotonine, donc en fait, la sérotonine, donc comme je vous l'ai montré, elle va être produite dans cet espace synaptique et puis elle va être captée par le neurone suivant. Et il se fait que pour ne pas avoir trop de sérotonine, on a un système de recapture, donc un système tout à fait naturel de recapture de la sérotonine par le neurone qui est en amont. Et donc, pour avoir plus, donc ce que font certains antidépresseurs, c'est qu'ils empêchent cette recapture pour augmenter en fait la quantité de sérotonine dans l'espace synaptique. Malheureusement, ça marche bien au début, mais ça ne marche plus au bout d'un moment parce que les récepteurs qui vont pouvoir sentir cette sérotonine, comme il y a beaucoup de sérotonine, ils vont devenir moins sensibles, donc ils vont moins bien reconnaître la sérotonine, et comme ils la reconnaissent moins bien, donc l'effet de la sérotonine est moindre, et donc c'est comme si on manquait de sérotonine. Donc c'est pour ça que les inhibiteurs de la recapture de sérotonine, en général, leur effet va diminuer avec le temps. Donc je pense que ça répond plus ou moins à la question. Désolée si c'est pas exactement ça, mais voilà, je ne voyais pas comment répondre autrement. Alors, quels sont les effets négatifs de la noradrénaline sur notre microbiote? Alors, comme on l'a vu, la noradrénaline va induire quelque part, de manière indirecte, un état inflammatoire. Quand on a un état inflammatoire, on a production de cytokines, comme le NF-κB par exemple, et on sait que ces cytokines vont en fait perturber la biodiversité de notre microbiote. Donc, on va avoir un déséquilibre au niveau des différentes populations bactériennes. Et donc, on revient quelque part sur l'explication que j'ai donnée pour le LPS. Donc, on va induire une dysbiose à la longue. Ok. Alors, bonjour, je croyais que le fer et la vitamine C devaient être prises séparément pour éviter une bouffée oxydative. Alors, c'est la fameuse réaction de Fenton. Alors, il faut savoir que effectivement, si on prend de l'hydroxyde de fer ou de l'oxyde de fer, alors on va rentrer un peu dans la chimie, là, les charges du fer, donc il y a 2 charges ou 3 charges positives, vont effectivement ou peuvent avoir un effet oxydant. Il se fait que le fer que nous proposons, c'est du bisglycinate de fer. Et dans le bisglycinate de fer, ce sont en fait 2 glycines, donc 2 acides aminés qui vont enchasser, chélater l'ion fer, ce qui fait que les charges de l'ion fer ne sont plus du tout accessibles pour que cette réaction de Fenton ait lieu. Donc, il n'y a pas de risque oxydatif. Et l'autre raison, c'est qu'il y a des publications qui montrent que la vitamine C augmente l'assimilation du fer. Donc voilà, donc, il n'y a pas de risque d'oxydation et on a un petit bénéfice avec l'augmentation de l'assimilation du fer. Parfait. Alors, pour réguler le glycose, il y a aussi le shiitake, qui est un cobiotique intéressant et qui agit également en glycobiologie et qui contient les 8 sucres essentiels. Alors, effectivement, donc les champignons médicinaux contiennent aussi des bêta-glucanes. Donc, j'ai parlé des bêta-glucanes pour le GLAM tout à l'heure. Donc, c'est le même principe. Et effectivement, ces bêta-glucanes ont aussi un effet prébiotique. Donc, effectivement, c'est un cobiotique. Donc, si on associe du shiitake ou des champignons médicinaux avec des probiotiques, ça a un intérêt. Ok. Alors, du coup, est-ce que vous conseilleriez l'ashwagandha et le lumex à une personne qui a eu un burn-out, mais qui n'est plus en phase de stress, mais plutôt de récupération? Alors, moi, si elle n'est plus en phase de stress, je ne prendrai pas le Belumex, puisque le safran a cet effet antidépresseur, anti-anxiété. Donc, si cette personne n'est plus en phase d'anxiété, il n'y a plus de raison de prendre du safran. Donc, plutôt l'ashwagandha. Ok. Est-ce que vous avez des oméga-3 végétaux dans la gamme? Pas pour le moment. Donc, nous n'avons pas d'oméga-3 qui sont issus d'algues. Pas pour le moment, mais ça viendra. Je crois que dans le chat, il y avait des questions donc dans le chat qui étaient arrivées. Est-ce que c'est OK avec un traitement antidépressif ou anxiolytique? J'imagine qu'on parle des plantes adaptogènes qu'on a présentées. Alors, il faut toujours que ça soit sous la surveillance d'un médecin dans ce cas-là. Ouais. De quelqu'un qui peut effectivement, parce que c'est une des mises en garde. Il est bien clair que si on prend
des médicaments qui sont antidépresseurs ou anxiolytiques, il ne faut pas qu'il y ait un double effet. Donc, avis du médecin. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on avait encore ici? Après, c'est des gens qui se répondent. Contre-indication, je crois on a vu. Tac, tac, tac. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Il y a encore, dans quels aliments trouve-t-on de la B3, si je vois bien là? Ah oui, pardon. La vitamine B3 va se trouver principalement dans le foie, la viande blanche, dans beaucoup de poissons aussi, donc que ce soit les poissons gras ou pas. On va les retrouver, comme la plupart des vitamines B aussi, dans les céréales complètes, dans des cacahuètes apparemment, donc ça c'est intéressant, et alors aussi dans les pommes de terre et les champignons. Ok. Et je crois qu'on avait une autre question sur l'alimentation. Alors, c'était plutôt pour les sources de glutamate, il me semble. J'avais vu passer des choses dans le chat. Alors, le glutamate, il faut l'éviter. Donc, alors le glutamate, c'est un acide aminé, donc on va en retrouver de manière naturelle dans l'alimentation, mais pas en surdosage. Donc, le problème, c'est qu'effectivement, la plupart des plats chinois, on rajoute du glutamate parce que c'est un exhausteur de goût. Et donc là, on est sur des proportions qui sont beaucoup trop importantes. Et on sait que ce glutamate a vraiment un effet excitateur. Donc, évitons les plats et les sauces chinoises. Il suffit de regarder le glutamate monosodique. On doit le retrouver sur l'étiquette si on a dans les sauces et dans les plats. Ok. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ah non, est-ce que les compléments sont adaptés pour les personnes qui souffrent de SIBO? Donc, je pense que tous les compléments. Alors, oui, bien sûr. Alors, si on souffre de SIBO, donc c'est aussi un problème de déséquilibre de la flore, donc de dysbiose, puisqu'on va retrouver trop de bactéries au niveau de l'intestin grêle et un peu dans l'estomac aussi. Donc là, c'est tout le processus de rétablir l'équilibre du microbiote. Donc voilà, ça pourrait être un webinaire à part entière. Mais donc globalement, le message que moi je fais passer, c'est de travailler avec des prébiotiques avant de travailler avec des probiotiques. Parfait, très clair. Écoutez, Laurent, je vous remercie pour avoir pris le temps de répondre à toutes les questions et pour la présentation qui était extrêmement claire. D'après le message du chat, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Merci vraiment d'avoir été nombreux encore avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Solane, et bonne journée à tous. Bonne journée à tout le monde et puis à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup.